Voilà, messieurs, bonjour. Bonjour. Alors nous avons un défaut, nous sommes des hommes. Reconnaissez-le. Mais en même temps, la biodiversité, c'est aussi les hommes et les femmes. Et est-ce que Valérie Verdier est avec nous? Bonjour Valérie. Elle n'a pas du tout envie de nous dire bonjour Valérie. Mais si. Valérie. Voilà. Faites en sorte qu'on puisse s'entendre, on se voit. Alors donc, écoutez, on va d'abord de toute façon commencer par notre hôte, M. Missaoui. Alors moi j'aimerais que vous nous imaginez qu'on ne connaisse rien à tout ça. Imaginez-le. Alors dites-nous ce que c'est que l'INSTM. Parce qu'il y a 3000 personnes qui nous entendent online, dont beaucoup ne sont pas du tout en Tunisie, et ils veulent savoir ce que c'est que l'organisme que vous présidez. Merci, Excellence. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Heshmi Missaoui, directeur général de l'Institut national des sciences et technologies de la mer, professeur universitaire. Et donc, je dirige l'Institut depuis 2014. Notre institut comporte 5 laboratoires. Un laboratoire qui traite de sciences halieutiques, un laboratoire qui traite de l'aquaculture, un laboratoire qui traite de la transformation des produits de la pêche et de la biotechnologie marine, un 4e laboratoire qui s'intéresse au milieu marin, avec donc toutes les études de corantologie, donc de la pollution marine, etc. Et puis le 5e laboratoire, effectivement, s'intéresse à l'étude de la biodiversité. D'ailleurs, son appellation, c'est Laboratoire de la biodiversité marine. Donc, d'où l'intérêt accordé à la biodiversité marine en Tunisie. L'INSTM, ça existe depuis longtemps, non? Oui, donc l'INSTM ça avait pris plusieurs appellations. Avait pris donc en 1924, qui a été créé donc en 1924 par M. Georges Bourges. Et puis donc il s'appelait Station océanographique de Salammbô. Donc pratiquement c'est à Salammbô, hein? Oui, effectivement. Vous êtes bien installé, hein? Oui, le siège, bien entendu, était à Salammbô. Et puis en 1994, il avait pris l'appellation d'INSTOP, Institut national d'océanographie de pêche. Et bien entendu, actuellement, ça s'appelle Institut national des sciences et technologies de la mer. Le siège est à Salammbô, mais l'INSTM également est présent tout au long de la côte. Quelles sont les villes où vous êtes présents? Donc, il est donc installé de Tabarka jusqu'à Zardis. Mais est-ce que vous Bien entendu, les annexes se répartissent à Tabarka, également à la Goulette, à Khaireddine, le siège, comme je l'avais dit, à Salammbô, mais également donc, à Monastir, également à Madia, à Sfax, à Gabès et à Zarzis. Pas Bizerte, hein? Pas Bizerte. Très bien. Donc, un petit parallèle. Non, mais vous n'allez pas réussir à faire un discours, hein, parce que c'est un dialogue, vous allez voir. Parce que je voudrais demander maintenant à François Ollier de nous dire ce que c'est que l'Ifremer. Bonjour à toutes et à tous. Grand plaisir d'être ici. C'est la première fois que je viens à ce forum mondial de la mer Bizerte. Mais tu as des amis en Tunisie? Eh oui, j'ai des amis. Nous avons un partenaire en Tunisie, qui est l'INSTM. On a des collaborations communes, et puis qui sont d'ailleurs aussi étendues à l'IRD, donc on a des collaborations bilatérales ou trilatérales. L'Ifremer, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Le mot exploitation fait parfois débat, mais depuis 2002, dans les statuts de l'Ifremer, il y a une référence explicite à la durabilité. Et je connais peu d'établissements de recherche continentaux ou marins qui, dès 2000, faisaient explicitement référence à cet enjeu de durabilité. C'est un institut donc, qui est présent de la côte au large.
qui étudie l'océan de la surface, y compris vue du ciel, quand on travaille avec nos collègues du CNES, le Centre national d'études spatiales français, jusqu'au grand fond, notamment avec des engins, des équipements particuliers, avec un ensemble de disciplines qui sont les mêmes que celles qu'on retrouve à l'INSTM, donc l'océanographie, physique, mais aussi des écologues, des biologistes, mais aussi un peu, et je pense que c'est quelque chose qui est important pour le futur, une équipe d'économistes qui travaillent par ailleurs avec des juristes de la mer qui sont des universitaires. Et je pense que c'est important parce que sur certains sujets qu'on veut aborder, quand on va parler de gestion, à un moment ou à un autre, quand on veut protéger la biodiversité, il faut la gérer. Je crois que ça a été évoqué ce matin. C'est pas qu'une affaire d'écologie. Il faut aussi avoir des gens qui sont capables de documenter les sciences de gestion et les méthodes. On est présent sur, alors de Boulogne-sur-Mer, puisque c'était la question, oui, jusqu'à Bastia. Donc alors ça fait combien de stations, enfin, ça fait une vingtaine de stations, si on inclut les stations ultramarines, puisqu'on est aussi présent dans l'océan Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans l'océan Indien, à La Réunion, et depuis La Réunion, puisqu'on travaille un peu sur Mayotte, dans l'Atlantique, dans les Caraïbes, en Martinique et puis en Guyane française. On est aussi présent dans un endroit cher au cœur de la ministre de la Mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, seul organisme français de recherche présent à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis après, donc, on a une litanie le long de l'hexagone de laboratoires. Je terminerai juste sur les traits saillants de l'Institut pour dire qu'on opère la flotte océanographique française pour le compte de l'ensemble de la communauté scientifique nationale, et parfois en collaboration avec d'autres pays, puisque quand je visitais l'INSTM hier, certains de vos collègues ont fait référence à des missions communes qu'il y a pu y avoir entre l'IRD, l'IFREMER et puis l'INSTM, ici en Méditerranée, à bord de navires de la flotte océanographique française. Ah oui, alors vous posez bien le sujet. Vous disposez de bateaux à l'INSTM. Comment vous faites votre travail de recherche? Vous avez des chercheurs dédiés. Comment ça se passe pour le grand public toujours, hein? D'accord. Donc, je reviendrai à votre question, mais juste peut-être vous avez fait la remarque concernant Bizerte pour donc une annexe à Bizerte. Bien entendu, c'est très important d'avoir une annexe supplémentaire, mais je dirais qu'il n'y a pas de difficulté étant donné que Bizerte c'est proche de la Goulette, et donc on fait régulièrement les échantillonnages donc au niveau du port, et aucun problème donc au niveau de l'évolution, d'autant plus que à Bizerte il y a l'institut donc l'ISPA, l'institut de sciences de pêche et d'aquaculture, avec qui on travaille régulièrement et on fait une collaboration, donc ça pose aucun problème au niveau de la collecte de données. J'en profite pour saluer le gouverneur de Bizerte qui nous a rejoints et qui nous accueille depuis 2 jours de manière magnifique. Merci, monsieur le gouverneur. Alors concernant le bateau, bien entendu, on dispose d'un bateau de 33 mètres qui est donc malheureusement donc il est assez vieux, disons, mais tout de même donc on fait du carénage d'une manière régulière, et c'est un bateau qui fait des explorations donc jusqu'à 600 mètres de profondeur pour toute la côte tunisienne. En 2019 donc déjà on avait fait donc les évaluations du stock des poissons pélagiques, et donc en 2020 on avait fait des campagnes concernant les poissons benthiques. Donc bien sûr on a un seul bateau, c'est pas donc comme l'éphémère, donc il y a donc plusieurs bateaux. Donc c'est un bateau qui travaille essentiellement de 25 mètres de profondeur jusqu'à, comme j'avais dit, donc 600 mètres de profondeur. Et puis pour les échantillonnages côtiers, donc on fait des échantillonnages à bord des barques côtières, donc en collaboration avec la profession. Donc c'est un bateau qui nécessite donc des carénages et donc des travaux d'une manière régulière. C'est important, ça, c'est le poumon de l'Institut. Je crois que François connaît le sujet. J'en profite pour saluer et donner la parole à Valérie. Valérie, vous nous entendez ? Oui, maintenant je vous entends. Bonjour Valérie Verdier, vous êtes la presque nouvelle, enfin depuis quelques mois présidente, directrice générale de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, dont le siège est à Marseille. Alors, j'imagine que vous êtes quelque part au bord de la Méditerranée, vous aussi. Je
J'ai demandé à nos deux patrons de l'INSTM et de l'IFREMER de présenter leur institution. Alors l'IRD, et notamment dans le sujet océanique, dans le sujet maritime, quelle est la légitimité, elle est grande, mais de l'IRD sur ces sujets liés à la mer? Alors, déjà, merci pour cette question. Excusez-moi aussi pour ne pas être parmi vous. Ça aurait été vraiment un grand plaisir de traverser la rive, parce que, comme vous l'avez dit, l'IRD est juste en face de chez vous, à quelques kilomètres de là, sur notre rive. Je voudrais remercier d'abord les organisateurs. Je voudrais remercier en particulier Rim Benzima, présidente de la saison 2, pour l'invitation, et saluer M. Missaoui et puis François Odier, bien évidemment, avec qui nous sommes partenaires depuis très longue date, en particulier avec l'INSTM. Alors oui, l'IRD, nos forces se trouvent particulièrement en Méditerranée. Bien sûr, le siège est à Marseille. Marseille, qui je rappelle, vient d'accueillir l'UICN et puis qui accueillera, comme c'était dit ce matin, le Forum des mondes méditerranéens en février. La Méditerranée, elle représente un enjeu colossal pour l'IRD. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'en ai fait un territoire, il faut parler de territoire pour la Méditerranée, vraiment au cœur de nos orientations et de nos préoccupations, mais aussi de tous nos espoirs, parce que c'est une Méditerranée qui n'a pas de frontières, et comme elle n'a pas non plus d'unité, je dirais, politique, religieuse et linguistique, ce qui fait vraiment sa formidable richesse. Alors pour l'IRD, l'Institut de la recherche pour le développement, que j'ai l'honneur de présider depuis un peu plus que quelques mois quand même, maintenant ça fait 1 an et demi. Nous avons environ 2000 chercheurs dans ce très bel institut, donc je dirais à peu près le quart se consacre aux questions océaniques, puisqu'on a un département océan qui est vraiment centré sur tous les enjeux autour de l'océan, et qui vont travailler donc à nos missions qui sont la recherche scientifique au sein d'unités de laboratoire, dont certains laboratoires qui sont basés dans des pays étrangers et avec lesquels nous ancrons notre recherche sur le long terme. Et vraiment, la mission essentielle, c'est produire de la connaissance. Alors, produire de la connaissance autour de, comme vous l'avez dit, tous les enjeux que nous connaissons pour l'océan. Et nos autres missions, c'est la formation au travers de l'appui, pas seulement aux écoles doctorales et aux masters, mais vraiment l'accueil aussi de chercheurs dans nos laboratoires. Et puis l'autre mission, c'est la valorisation et l'innovation, vraiment en faisant, je dirais, la promotion des liens entre la science et la société. Et c'est en cela aussi où nous rejoignons les missions, bien évidemment, d'autres organismes de recherche comme l'IFREMER. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez que j'en dise un petit peu plus sur... Alors non, mais pour profiter de votre présence et pour ne pas vous mobiliser trop longtemps à distance, nous parlions des bateaux. L'IRD, vous avez un bâtiment, un bateau qui vous permet d'aller faire des recherches en mer? Oui, alors ces bateaux, ils sont partagés avec François Houillet, va sûrement en parler, avec la FOF, avec la flotte océanique française. Et donc, nous avons effectivement, en lien avec la FOF, des bateaux, notamment dans le Pacifique, essentiellement, qui sont basés dans le Pacifique, mais pas que. Mais effectivement, ce sont de formidables outils, dispositifs d'observatoire de l'état de nos mers, de l'état de la biodiversité et de l'état tout court des écosystèmes marins. Donc, ce sont des dispositifs partagés. Et quels sont pour vous les grands enjeux de la recherche pour l'IRD dans le domaine marin, justement? Quelles sont les grandes thématiques et les axes de travail? Oui, écoutez, les enjeux majeurs, moi je dirais, c'est vraiment... on ne peut pas dissocier l'état des océans de la mer avec celui du réchauffement climatique. Donc, nos équipes travaillent énormément sur la compréhension de l'évolution des écosystèmes en fonction du réchauffement climatique, qui impacte particulièrement d'ailleurs la Méditerranée. On travaille aussi beaucoup sur les ressources en eau, d'une manière générale, et pas seulement comprendre comment se répartissent et comment ces ressources en eau sont soumises à de très fortes pressions, mais c'est aussi par rapport à la croissance économique, par rapport à la démographie.
Et puis, il y a des liens importants aussi entre nutrition et environnement et santé, et nutrition par justement tous les produits, les produits de la mer. Donc voilà, grosso modo, c'est les points sur lesquels nous travaillons. Mais si on va dans le détail très rapidement, les recherches de l'IRD, elles portent notamment sur un exemple sur l'intelligence artificielle, comment elle vient en secours de la compréhension de la biodiversité, comment on détecte, comment on catégorise les animaux, la génétique des coraux, par exemple, les coraux qui sont très touchés par le réchauffement climatique, donc comprendre leur génétique pour mieux aller cibler quels coraux nous allons pouvoir favoriser dans tel écosystème. L'impact des barrages aussi, enfin bon, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous travaillons. Au Pérou, je prends l'exemple du Pérou aussi, il faut pas oublier aussi tous nos collègues des Suds, on a formé plus d'une centaine de chercheurs sur la meilleure compréhension du mouvement des bateaux, comment on détecte les tourbillons océaniques. Enfin voilà, c'est tous des sujets que nous ne traitons pas seuls. On est une équipe, et j'insiste beaucoup sur l'équipe France-Sud et Sud-France qui sont mobilisés sur ces grands enjeux. En Tunisie, vous avez une implantation importante aussi, hein? Oui, bien sûr, on est implanté en Tunisie depuis... pas qu'en Tunisie d'ailleurs, hein, on est actif, je dirais, dans la région méditerranéenne, on est présent aux côtés de nos partenaires depuis longtemps, depuis plus de 50 ans, notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et puis il y a l'Égypte et le Liban aussi que je n'oublie pas. On a effectivement une représentation en Tunisie depuis longtemps, et grâce justement à cette coalition d'acteurs franco-tunisiens, mais pas que, nous avons pu effectivement avancer ensemble sur des sujets importants au travers de dispositifs comme les laboratoires mixtes internationaux. Il y en a un en particulier que je voulais souligner puisqu'il se fait en relation avec l'INSTM, c'est le LMI COSISNED qui est rentré dans sa deuxième phase et qui est un dispositif important pour la compréhension des écosystèmes marins et aussi du littoral. Monsieur Missaoui, voulez-vous dire un petit mot, je crois? Oui, justement, je voudrais donc souligner que la coopération effectivement entre l'IRD, l'INSTM et l'IFREMER donc, est très importante. Et il y a déjà un consultant, donc M. Gilles Maillet, qui est hébergé actuellement à l'INSTM et qui effectue donc une coopération avec les collègues donc, de l'INSTM qui travaillent en travaillant sur les fleuves, sur la lagune de Ghar el-Melh et également sur l'érosion côtière. Donc la coopération est très importante. Également avec l'IFREMER en ce qui concerne la valorisation des produits de la mer. Il y a déjà un projet très ancien et qui continue d'ORAD 2001 et actuellement déjà on avait établi un programme de recherche sur les changements climatiques et puis sur les explorations marines en Méditerranée. Mais toujours, Excellence, concernant les bateaux, moi, je dirais que c'est primordial, c'est toujours, je dirais que même c'est le poumon d'une institution pour collecter les données, aussi bien parce que l'évaluation des ressources halieutiques, c'est une information qui doit être régulière pour gérer les ressources, donc pour aménager l'effort de pêche optimal, donc pour bien gérer les ressources, pour garder une biodiversité, etc. Mais également, si on a besoin, c'est le cas de l'INSTM, pour donc avoir des données océanographiques donc en haute mer, on avait installé un ferry box, donc c'est un appareil installé sur le bateau Carthage, donc bateau de commerce et puis des voyageurs, et qui fait la navette entre Tunis-Gênes et Tunis-Marseille, et il collecte les données donc océanographiques et qui peuvent être bien entendu transférées et échangées avec les institutions donc à l'instar donc des CNRS ou bien donc de l'IFREMER ou de l'IRD. Ce sont des données disponibles et qui peuvent être donc analysées, échangées avec d'autres institutions. Merci. Merci. Valérie, peut-être on ne va pas vous prendre trop de votre temps, mais on espère vous voir en Tunisie bientôt. Bien sûr. C'était prévu, hein, malheureusement.
il y a une petite incompréhension de notre part sur les règles, les conditions sanitaires, mais bien évidemment, j'aurais vraiment peut-être avec vous. Mais ce que vient de dire Monsieur Missaoui est très important, parce que ensemble, Ifremer et IRD, d'autres opérateurs de la recherche française, il y a vraiment des enjeux très très importants autour de la Méditerranée, notamment pour la gestion, enfin, je dirais la gestion environnementale des écosystèmes. Hein, et on a besoin pour ça de plus de moyens, on a besoin de bateaux, on a besoin d'outils d'observatoires, et on a besoin surtout d'ancrer ça, non pas ici en France, mais d'ancrer ça chez nos partenaires. Voilà, et le LMI dont a parlé Monsieur Missaoui, que je me félicite parce que l'INSTM nous a rejoint pour la deuxième phase de ce laboratoire, c'est vraiment construire des centres de recherche de référence sur la thématique de l'environnement marin. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire en Tunisie et l'ancrer dans la durée. Merci Valérie. Saluez Marseille, ville sœur de Bizerte et de la Tunisie. Et à très vite. Merci de votre présence parmi nous. Alors maintenant, je vais demander à François de travailler, parce qu'il avait... Tu peux passer tout ton petit diaporama, hein, c'est très intéressant. Sauf si c'est caduc, mais tu voulais aussi nous parler de quelque chose de particulier. Voilà, donc. Oui, alors j'avais effectivement préparé un diaporama, mais je vais peut-être passer rapidement les choses, alors pendant que ça passe et en attendant que ça n'arrive. Peut-être redire une chose sur les sujets sur lesquels on travaille et la manière dont on définit nos finalités de recherche. Ça va être, je pense, illustré. On a l'habitude de dire qu'on a maintenant 3 finalités dans nos recherches. La première, c'est la connaissance pour la protection, la conservation de l'océan. Et dans les diapositives que j'avais préparées, il y avait quelque chose aussi sur la restauration écologique des écosystèmes marins. Je pense qu'on va avoir les... Et cette restauration, ça me paraît quelque chose d'important. On a eu des travaux, il y a des lagunes ici en Tunisie, on a eu des travaux sur par exemple la lagune de Thau, et sur une 50aine d'années, on a réussi à restaurer la qualité de cette lagune, à y retrouver une certaine biodiversité, qui n'est sans doute pas la biodiversité native initiale, mais c'est un travail au long cours qui peut exister. On a aujourd'hui des travaux sur les dispositifs portuaires, où avec des récifs artificiels, on arrive à voir qu'on peut faire revenir de la biodiversité à l'intérieur d'un écosystème portuaire dans lequel il n'y en avait plus. Donc ça, c'est la première finalité, connaître évidemment, pour protéger, pour conserver, mais aussi pour restaurer. La deuxième, c'est de gérer durablement les ressources marines. Alors ça peut peut-être aller un peu plus loin sur les diapositives. De gérer durablement les ressources marines, c'est ce qui est illustré ici, et que ces ressources soient des ressources physiques, je pense aux énergies marines renouvelables, qui vont poser des questions en matière de biodiversité, que ce soit aussi des ressources physiques comme celles comme les ressources minérales de fond de mer, ou que ce soit des ressources biologiques. Et alors évidemment, la pêche est une ressource biologique majeure, et la biodiversité marine, c'est une ressource, ça a été évoqué hier, il y a des molécules dans les microalgues, dans un certain nombre d'espèces. Puis la troisième finalité, qui est peut-être moins connue, moins visible, c'est partager les données, et c'est d'y commencer à construire ce qu'on pourrait appeler un jumeau numérique ou digital de l'océan. Je pense qu'il y a là un enjeu particulier que d'utiliser les nouvelles technologies pour que l'ensemble des données scientifiques marines soient non seulement disponibles, gérées, mais aussi partagées, accessibles, et puis qu'on puisse en dériver un certain nombre de services. Voilà, donc les 3 grandes finalités sur lesquelles on a l'habitude de travailler. Après, je pense que je vais sauter quelques diapositives que j'avais préparées. Voilà, on peut enlever ça. Ça a été évoqué tout à l'heure par le ministre qui nous a rejoint du Portugal. On a fait des travaux très intéressants sur les thons rouges. On a marqué des thons rouges à Malte, dont on a découvert que l'un d'entre eux avait fait un aller-retour jusqu'à la côte des États-Unis avant de revenir en Méditerranée. Parce que vous l'avez tagué, c'est ça ? On l'a tagué avec une balise électronique et on pouvait suivre chaque fois qu'il remontait à la surface la trajectoire. Tout ça pour dire aussi, et c'était quelque chose qui était présent sur ma première diapositive, moi j'ai présidé dans une vie antérieure l'Institut national de la recherche agronomique, donc je connais 2-3 choses sur les écosystèmes continentaux. On sait infiniment moins de choses, c'est une banalité peut-être pour celles et ceux qui sont spécialistes, mais ça n'est pas si connu que cela. On sait infiniment moins de choses sur la mer et sur l'océan qu'on en sait sur les écosystèmes continentaux, alors sur la Terre, et ça c'est quelque chose qui reste essentiel. Et donc par exemple, quand on marque des thons rouges, on découvre des choses sur leur biologie, sur leur capacité de se déplacer, et on commence à documenter des choses qu'on n'avait pas
jusqu'ici documenté. Alors après, j'avais plusieurs autres diapositives, mais donc on va les passer rapidement. Je voulais peut-être insister, donc ça on peut le passer. Les énergies marines renouvelables auront un impact sur la biodiversité. Il va falloir mettre en regard les champs potentiels d'éoliennes avec, par exemple, ici, la cartographie des juvéniles de merlus en Méditerranée, parce qu'il y aura potentiellement des impacts. Mais peut-être passer après sur 2-3 diapos d'après. La restauration écologique, je l'ai évoqué. La lagune de l'étang de Thau, je vous en ai parlé. Sur la surpêche. Ah oui. Quand même une question qui est intéressante, puisque ça a été mentionné ce matin. Je parle ici de la situation française. D'abord, elle n'est pas si brillante que ça, puisque si vous regardez l'état des populations, selon qu'elles sont en bon état ou effondrées, vous verrez que finalement, il y a quelques populations qui sont effondrées et d'autres qui sont en relativement bon état. Le point qui est le plus frappant, 8 espèces seulement de poissons sont évaluées sur les 274 qui sont débarqués. Voilà la situation des statistiques. Les 274 qui sont débarqués et pêchés. Donc débarqués, je veux dire, qu'on va retrouver dans les criées. Il y en a 8 qui sont évalués. Et hier, Françoise Gaille a évoqué quelque chose qui m'a bien plu. C'est la diapo peut-être d'après. Elle a parlé de jumeaux génétiques de l'océan. Si on veut demain évaluer correctement ces populations, je ne suis pas sûr que ce soit en multipliant les navires de recherche halieutique que nous le ferons. On le fera peut-être en prélèvement des échantillons d'eau de mer, voyant s'il y a des traces d'ADN des poissons et au passage aussi des planctons que les poissons consomment. Et on aura peut-être de cette manière-là, alors c'est la diapo d'après, mais je ne sais plus, j'ai peut-être enlevé, mais on aura, grâce à l'ADN environnemental, peut-être une capacité d'avoir une vision globale de l'écosystème, et notamment de ces 274 moins 8 espèces pour lesquelles aujourd'hui nous manquons de données. Donc voilà une perspective de recherche qui me paraît intéressante et qui est un peu technique, qui est très scientifique. Mais je ne sais pas vous dire si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans que ces techniques-là seront opérantes, mais oui, voilà, et là il y a un enjeu particulier et qui est très présent en Méditerranée, qui n'est pas forcément si présent que ça dans l'Atlantique, parce que l'organisation de la pêche et la nature de la pêche n'est pas tout à fait la même que voilà, dans le grand système atlantique. À vous deux, et aussi à Françoise ou à d'autres qui peuvent intervenir, évidemment, quand on dit souvent, dans le fond, on ne connaît pas l'océan, on en connaît, alors selon les gens disent, on connaît un dixième des espèces. Est-ce que vraiment c'est vrai? Voilà. Et est-ce que c'est un objectif de tout connaître, en fait? On connaît tout sur la Terre? On ne connaît pas forcément tout sur la Terre. Il y a donc l'Ifremer a un nouveau siège à Brest. Avant, on avait un siège à Paris, maintenant le siège est à Brest. Donc il a fallu pavoiser ce siège de quelques illustrations. Il y en a une que je montre systématiquement. Alors on voit les écosystèmes profonds, et puis il y a une tout petit panneau dans un coin qui dit ce qu'on savait, je crois, en milieu des années 70, et ce qu'on croit savoir aujourd'hui, mettons milieu des années 2010, en 2015, sur la biodiversité marine. Dans les années 70, ce qu'on imaginait, c'est que la biodiversité marine, c'était essentiellement des animaux et puis des algues. Aujourd'hui, on sait que c'est essentiellement des micro-organismes. Les choses ont énormément évolué sur les 30-40 dernières années. Enfin, je parle sous le contrôle de Françoise Gaille, parce que je ne suis pas océanographe d'origine moi-même. Hein. Donc, voilà. Donc, mais la connaissance, elle reste très, très faible. L'autre jour, aux Assises de l'économie de la mer, un de mes collègues qui s'appelle Pierre-Marie Saradin est intervenu devant le président de la République pour lui parler de la biologie des grands fonds. Il lui a dit, voilà, on connaît, je ne sais plus, alors, il doit y avoir 230 000 espèces hors micro-organismes, ou 240 000 qui sont aujourd'hui répertoriés. Il a dit, c'est entre 1 et 10 millions qu'il pourrait y avoir. Entre 1 et 10 millions. Alors je ne sais pas s'il faut les connaître toutes, ce million ou ce 10 millions, mais ça donne bien un ordre de grandeur de l'écart qu'il y a entre le 240 000 et le million ou les 10 millions. Puis ça donne aussi un ordre de grandeur de l'incertitude dans laquelle nous sommes. Voilà, donc je ne dis pas qu'il faut tout connaître, mais je pense que cette idée, par exemple, d'ADN environnemental qui a été utilisée déjà par d'autres, notamment au CNRS, notamment par Tara Océan, là il y a quelque chose qu'il faut pouvoir développer pour avoir une cartographie globale des écosystèmes. Avant qu'on revienne sur ce que tu vas nous montrer, on va demander à M. Missaoui la même question, en fait. On va lui poser la même question. Bien entendu, monsieur le président de l'Ifremer, certainement, il a
divisions. Donc, il y a bien sûr la façade atlantique, il y a la façade méditerranéenne. Bon, moi, je vais parler de la façade de la Méditerranée. Bien, en Tunisie, on a un statut. On connaît le statut de la majorité des espèces exploitées. Donc, on connaît s'il y a une espèce sous-exploitée, modérément exploitée ou surexploitée. Donc, ça, c'est un atout majeur parce que selon dans la segmentation donc, des zones maritimes de la CGPM, donc la zone en Tunisie, c'est là, on a la zone 12, 13 et 14 donc, qui sont étudiées et puis on a le statut des différentes espèces. Le problème, c'est qu'au niveau de la Méditerranée, ce sont des pêcheries multispécifiques, multi-engins. Et généralement, il est difficile de les gérer individuellement parce que si on pêche de la crevette, donc on pêche inévitablement donc, d'autres espèces. Et d'où la difficulté donc, de gérer une espèce par rapport à une autre. C'est le cas donc, du golfe de Gabès, par exemple. On avait signalé un dépassement de l'effort de pêche de 30%. Bien entendu, arrêter la pêche dans cette zone, ça pose beaucoup de difficultés, donc de compensation, etc. Et alors, on avait proposé donc, un arrêt de pêche saisonnier pour 3 mois. Donc, juillet, août, septembre. Et bien entendu, cela doit être donc, géré d'une manière donc, globale, parce que ça n'intéresse pas que le golfe de Gabès, parce que si on arrête la pêche au niveau de la Tunisie, et bien entendu, il y a d'autres pêcheurs, donc d'autres régions qui vont pêcher. Et du coup, avec une concertation donc, très rapprochée avec l'Union européenne et d'autres pays qui bien sûr appartiennent sous la donc, juridiction plutôt de la CGPM. Donc on avait travaillé ensemble pour généraliser cette zone donc, de pêche donc, réglementée durant 3 mois pour généraliser l'arrêt de pêche sur toute la zone. Comme ça, ça a permis d'alléger l'effort de pêche dans cette zone. Donc les poissons étaient en vacances de juin à septembre. Donc ça permet quand même de reconstituer les stocks, c'est très important. Alors, mais faut-il que quand même, si on arrête la pêche pour les chalutiers, parce que pour les chalutiers, il ne faut pas qu'il y ait d'autres pêcheurs ou d'autres flottilles, d'autres types, d'autres métiers qui quand même exploitent cette zone. François, c'est important. Tu voulais dire quelque chose sur... Non, je voudrais juste effectivement insister sur la difficulté particulière de l'évaluation des ressources halieutiques en Méditerranée, liée à cette diversité d'espèces, à ce caractère multispécifique que Shmi Messeoui vient de souligner. C'est effectivement une difficulté particulière. Et donc, face à quelque chose qui est par essence plurispécifique, il faudra avoir des méthodes qui nous permettent à terme de ne pas traiter les choses espèce par espèce. Vous verrez que je n'utilise d'ailleurs, je viens du monde des forêts, mais je n'utilise jamais le mot stock, parce que les stocks, c'est dans les magasins, et ça n'est pas dans la mer. Voilà, c'est des ressources vivantes, donc le mot stock, je le prohibe de tout mon discours sur les populations de poissons qui sont pêchées. Vos raisons sont les bonnes, mais je trouvais en effet que c'était un terme peu sabbatique. Excellent. Donc, mais quand même, quand on veut faire une réglementation et appliquer une réglementation, on peut le faire. C'est-à-dire qu'au niveau de la CGPM, il y avait 80%, donc il y avait, disons auparavant, je dirais, 80% des stocks sont surexploités. Avec donc, des mesures donc, prises et des recommandations instaurées au niveau de la CGPM, ce pourcentage a diminué. Et actuellement, on est à 73-75% de ces stocks, des stocks qui sont surexploités. Donc il y a une diminution, il y a quelque chose de positif, mais faut-il que tous les pays adhèrent, bien entendu, à ces réglementations. Jusque-là,
on a bien entendu parlé des espèces exploitées, mais quand même, il y a d'autres espèces qui concernent effectivement le sujet d'aujourd'hui. Ça concerne bien entendu la biodiversité, les espèces accessoires, les sélaciens, etc., qui doivent être protégés et qui entrent bien entendu dans la sauvegarde de la biodiversité. Il faut réduire au maximum ces espèces. Il y a la NSTM, donc il y a donc un projet avec le CARSP, donc on travaille sur la diminution des espèces accessoires, donc la diminution de la pêche donc du tortue, la diminution de la pêche des poissons cartilagineux, donc requins et autres, donc et ça c'est très important. On avait construit donc on fabriqué des grilles qui permettent donc d'échapper les espèces qui sont menacées. Également, il y a beaucoup d'autres espèces qui concernent la biodiversité, l'étude des méduses, la nidification des tortues, etc. On est en train de les suivre pour, bien sûr, étudier la biodiversité. Et il y a beaucoup d'espèces introduites. Ça aussi, c'est un sujet, certainement, ça a été soulevé, qui parfois constituent une menace pour le déséquilibre, mais parfois elles sont considérées comme positives. Donc, sur le plan socio-économique, il y a pas mal d'espèces qui sont instaurées au niveau de la Méditerranée. Certaines d'elles ont constitué de nouveaux stocks et qui ont constitué des revenus pour les pêcheurs. Je peux citer à titre d'exemple les crabes bleus, parce qu'on l'avait entre guillemets, mal accepté au début, surtout au niveau des pêcheurs dans 2014-2015, mais au niveau de l'INSTM, bien sûr, on avait établi une étude donc biologique d'évaluation des stocks et étude de différents paramètres, et on avait fait suivi l'état d'exploitation, et il y a eu donc fabrication de nouveaux engins pour effectivement l'exploiter afin d'atténuer son impact qui a été considéré négatif au début. Avec le temps, bien entendu, ce stock a diminué, et actuellement c'est l'inverse. On est en train de faire donc des études pour aménager le stock et pour ne pas l'exploiter donc à fond. Il y a des crevettes, des autres types de crevettes, donc Penis astecus et Penis monoceros, qui ont été également introduites, l'une de la mer Rouge, l'autre de l'océan Atlantique, qui ont constitué également du nouveau stock. Et on l'avait mal pris au début, ça pourrait déséquilibré, donc, et puis un comportement territorial et un comportement trophique avec l'espèce locale qui est très appréciée, qui est la crevette royale. Mais donc avec le temps, et bien sûr, les espèces s'acclimatent et ça a considéré des espèces. À l'inverse, il y a d'autres espèces comme les méduses. Malheureusement, il y a eu introduction d'une espèce, donc des méduses qu'on avait suivies. Ça constitue beaucoup de problèmes au niveau de la Tunisie. On a peur, c'est une espèce toxique, ça crée même des perturbations cardiaques, etc. Et puis des inflammations. Et on l'avait suivi, donc au niveau de toute la côte Tunisie, l'INSTM avait fait donc des prospections pour suivre cette espèce, si elle s'installe ou non. C'est la physalie donc portugaise, donc Physalia physalis. Et maintenant, heureusement, donc, cette espèce n'a pas pu donc, s'acclimater d'une manière donc, proliférante, et on est en train de la suivre. Beaucoup d'autres espèces donc, sont en... Je sens que vous êtes capable de me parler pendant des heures des espèces marines, parce que je pense que vous connaissez ça du bout du cœur, j'allais dire. François, vous vouliez nous parler d'un projet que je trouve très passionnant, et j'aimerais que vous puissiez le présenter. Alors, j'avais un message rapide. On a entendu parler du plan d'action Méditerranée mer exemplaire en 2030. Je trouve que nous aurions un intérêt collectif à doter ce plan d'action
d'un grand programme de recherche. C'est aussi ce qu'évoquait hier le président de l'IRESA quand on s'est rencontré avec la ministre de la mer française. Je crois que ce serait intéressant d'avoir, sous le plan d'action ou en soutien au plan d'action Méditerranée mer exemplaire 2030, un grand projet. Dans lequel on trouvait des choses de biodiversité, sur la pêche, sur les pollutions. Et je crois que ça, ce serait mon premier message. Stéphane, qui porte ça, l'a certainement noté. Alors après, peut-être on va venir sur Médiapositive. Le deuxième point que je voulais évoquer, on l'a annoncé à Marseille, je crois que ça a été évoqué aussi hier, alors c'est important pour nous à l'Ifremer, nous sommes aujourd'hui partenaires scientifiques de la création d'un fonds d'investissement sur l'économie bleue, qui s'appelle Blue Ocean. Voilà, et ça c'est pour faire un écho à des choses qui ont été dites hier sur le fait que la finance commence à s'intéresser à la mer. Et nous, on souhaite être partenaires scientifiques de ce genre de choses. Maintenant, le projet dont je voulais parler, qui est un peu après, là, il faudrait que je retrouve mes diapositives, mais je vais on peut les passer. Et je crois que entre-temps, Valérie voulait dire un petit mot. Valérie, vous nous entendez? Oui. Vous vouliez réagir? Je vous entends et je suis avec beaucoup d'intérêt tout ce qui est dit. Je voulais juste dire, pour rebondir sur ce qui a été dit auparavant sur la connaissance de la biodiversité et ce qu'ont dit mes collègues, il y a vraiment des ruptures scientifiques très importantes dans le domaine de la technologie. Donc François a parlé de l'ADN environnemental qui effectivement nous permet d'avoir une meilleure connaissance de quoi sont constitués nos océans et nos mers. Mais il y a aussi l'intelligence artificielle, et je le dis parce que si des jeunes nous regardent, on a certainement beaucoup de geeks, beaucoup de jeunes intéressés par le deep learning, et l'IRD s'est vraiment investi dans ces technologies-là pour mieux comprendre aussi de quoi sont peuplés nos océans. Donc c'est une autre véritable, je dirais un véritable nouveauté aussi dans nos domaines, et ça nous aide aussi parce que il faut pas oublier que nos organismes, l'Ifremer, l'IRD et d'autres, nos missions c'est bien sûr d'apporter des connaissances, et d'être toujours en amont et sur le front de nouvelles sciences, et d'apporter de nouvelles connaissances, mais c'est aussi d'éclairer nos décideurs et nos politiques. Et pour cela, eh bien, il faut mieux connaître. Et moi, je dirais aussi une avancée, parce qu'on n'a pas parlé ici, peut-être François en dira un mot, mais nous venons de publier un guide qui est assez inédit quand même, des aires marines protégées. On est assez loin aussi de l'objectif qui était fixé par Aichi, mais je voudrais attirer votre attention que pour atteindre des ambitions qui sont internationales et qui visent vraiment à enrayer l'érosion de la biodiversité marine, il faut qu'on comprenne mieux comment protéger les océans. Donc on pourra peut-être y revenir, mais je voulais dire que les aires marines protégées, elles vont jouer un rôle essentiel dans la conservation de Absolument. On a beaucoup parlé ce matin, en fait, et il y avait un grand consensus sur ce sujet, et surtout une action très déterminée, la Tunisie jouant un rôle tout à fait important en Méditerranée. François. Alors, je ne sais pas si la diapositive arrivera, mais je vais vous présenter on reprend les diapositives. Un projet qui doit être l'avant-dernière de mes diapositives, mais ce n'est pas grave. Vous savez donc tous qu'il y a une conférence des parties sur le climat, la COP26, qui va bientôt avoir lieu. Et nous avons tous dit ce matin que la Méditerranée était très concernée par la question du réchauffement climatique. Donc on a pris l'initiative au printemps dernier à l'Ifremer, et puis en associant l'IRD et aussi le CNRS, donc les deux institutions majeures en France en matière d'océanographie. On a pris l'initiative de proposer l'organisation d'un événement digital à l'amont de la COP 26 qui se déroulera à Glasgow et à l'amont de la journée de l'océan qui se tiendra le 5 novembre, si je ne m'abuse. Donc cet événement nous a amené à solliciter une quarantaine d'institutions dans le monde entier, donc aux États-Unis, dans l'océan Pacifique, nord, sud, est, ouest. C'est la diapo d'après, je pense, après celle-ci. Et donc on a sollicité des institutions avec cette idée que chacune de ces institutions communiquerait de façon très brève, et c'est un peu quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure par notre collègue de Monaco. Il faut pouvoir parler aux gens. Donc l'idée, c'est voilà, il faut pouvoir que des scientifiques puissent en quelques minutes, plutôt moins que 2 que plus que 5, communiquer au grand public sur leur sujet,
Que ce sujet soit celui de l'acidification de l'océan, que ce sujet soit celui du réchauffement de l'océan profond ou de l'océan superficiel, que ce sujet soit celui du déplacement des populations de poissons qui bougent en même temps que l'océan se réchauffe, que ce soit la montée du niveau de la mer, chacun choisit le sujet qu'il veut. Et donc un chercheur de chaque institution va communiquer au grand public. Et nous avons décidé d'éditer cela, de l'éditorialiser à la fois géographiquement et thématiquement, de telle manière que nos concitoyens, qu'on va essayer de toucher par les réseaux sociaux, et qu'on va toucher par les réseaux sociaux, aient connaissance, d'abord conscience du fait que l'océan est unique et connecté. Tout à l'heure, le ministre nous disait, mais l'Atlantique, c'est la Méditerranée, et réciproquement. En tout cas, les eaux sont échangées entre les deux, la mer et puis l'océan. Donc, donner cette idée que l'océan est connecté, donner à voir aussi la diversité des sujets qui concernent l'interaction océan-climat. Donc cet événement, il se trouve qu'on l'appelle, on a décidé ça, je m'en excuse, monsieur l'ambassadeur, c'est au printemps dernier, on l'a appelé One Ocean Science. Il viendra en appui du One Ocean Summit maintenant, mais donc il a été décidé avant. Et donc on a aujourd'hui plus d'une trentaine d'institutions dans le monde entier qui ont répondu favorablement. Ça sera lancé le 25 octobre prochain, à l'amont de la COP, de telle manière qu'on puisse avoir un impact sur la COP au titre de l'océan, parce qu'au moment de la COP, on va parler de beaucoup d'autres choses que l'océan, et souvent l'océan, je ne sais pas si c'est le bon terme, est un peu noyé par d'autres questions, donc l'idée c'est d'en parler à l'amont pour que l'impact soit maximal au moment de la COP. Et puis il y a 11 institutions en Méditerranée qui se sont mobilisées. Alors il y a évidemment les institutions que j'évoquais du côté français, le CNRS, l'IRD, l'IFREMER, mais aussi, si je pars de l'ouest et que je reviens vers l'est sur la rive nord, le Portugal, dont j'ai compris qu'il était méditerranéen, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie, et puis au sud de la Méditerranée, l'INSTM, et puis ici, et puis l'INSTH au Maroc. Donc on aura un sous-ensemble méditerranéen qui sera illustré, présent dans cet événement digital. Et puis je tiens à dire que c'est donc la 4e institution française qui est présente, c'est le Centre national d'études spatiales, parce que en gros la vidéo de tête ou la vidéo ambassadeur sera portée par l'astronaute français Thomas Pesquet, qui nous dira comment il voit l'océan depuis la station spatiale internationale. Donc voilà, notre idée c'est à la fois de toucher les citoyens dans le monde entier, et d'autre part de montrer que cet océan est connecté, et de faire en sorte que ce qui a été gagné à la COP 21 en 2015 grâce à l'action de la plateforme Océan Climat et de quelques autres, à savoir l'entrée de l'océan dans les COP sur le climat, on continue de montrer que l'océan est très présent et très impacté et en même temps très régulateur au cœur du système Terre. Voilà donc ça, le point auquel je tenais le plus, peut-être, d'une certaine manière. 27 octobre. 25 octobre, le lancement. 25. Voilà. Et après, cet événement sera accessible à tout le monde. Et donc, j'espère qu'ici, en Tunisie, comme dans l'ensemble des pays des deux rives de la Méditerranée, il y aura des éléments. Vous avez déjà le teaser. Vous pouvez aller sur oneoceanscience.com. Vous pouvez déjà voir, mais vous ne verrez pas grand-chose pour l'instant, puisqu'on n'a rien mis en ligne. Ce sera mis en ligne le 25. Bon, il n'y a pas de problème de droit d'auteur si le président Macron fait un One Ocean Summit. Ce sera réutilisable et par exemple, un des sujets particuliers, on a choisi le climat, on aurait pu choisir la biodiversité et l'océan, dont on a parlé ce matin. Peut-être que d'ici le One Ocean Summit, on enrichira cet outil-là de quelques vidéos supplémentaires sur l'interface entre l'océan et la biodiversité. Pour l'instant, on avait choisi plutôt cet angle océan-climat. Alors, maintenant, je voudrais qu'on termine. Parce qu'on a l'impression que votre métier est un métier agréable, intelligent, que vous faites le bien de l'humanité. Mais c'est peut-être votre vision, mais tu as tout à l'heure dit le mot exploitation, et le mot exploitation, parfois, ça résonne de manière critique. Je pense à nos amis des ONG, je pense en effet à ces moratoires qui sont demandés sur l'exploitation des grands fonds. Ne me faites pas croire, ou alors détrompez-moi, la recherche scientifique, c'est évidemment pour le bien de l'humanité, mais c'est aussi pour le bien des pays. Donc c'est un instrument de soft power, c'est un instrument de pouvoir. Est-ce que vraiment ce monde très délicieux que vous décrivez de coopération internationale est-il si vrai? Est-ce que vous coopérez de manière très forte avec des pays comme la Russie ou comme la Chine? Est-ce qu'il n'y a pas à la clé
des milliards et des milliards? Est-ce que l'exploration et l'exploitation des grands fonds pour aller chercher encroûtement, nodules et autres terres rares, c'est quand même des affaires souvent géopolitiquement très, très fortes. Si on pense à l'espace géopolitique et à l'espace Indo-Pacifique, je ne voudrais pas vous parler des sous-marins, qui n'est pas mon sujet favori en ce moment, mais on sait très bien qu'il se passe en Indo-Pacifique des enjeux, alors pour le coup qui ne sont pas complètement liés à la biodiversité, mais des enjeux de souveraineté, de domaine maritime que les uns veulent gagner sur les autres, de guerre du sable. Bon, l'ambassadeur chinois n'est pas parmi nous, donc je peux poser la question de la guerre du sable que mène la Chine aux entourages de Taïwan, par exemple. Il y a des endroits où c'est pas calme, la recherche scientifique, où c'est très politique, et où c'est à des visées très économiques, et des visées souvent parfois de destruction et certainement pas de coopération. Ne soyez pas diplomate, s'il vous plaît, parce que Non, monsieur. Il y en a assez comme ça sur Terre. Non, surtout pas moi. Donc, bien entendu, cela dépend des zones. Au niveau de la Méditerranée, comme je l'avais signalé tout à l'heure, il y avait un organisme, une institution donc phare, c'est la Commission générale de la pêche en Méditerranée. Bien entendu, 25 pays qui partagent les points de vue, qui discutent, qui présentent. Donc il y a des groupes de travail qui présentent les travaux de recherche effectués sur les différents groupes, sur les différentes espèces exploitées au niveau de la Méditerranée, bien entendu. Et puis par la suite, il y a eu donc des propositions, des recommandations qui seront présentées devant la commission de la CGPM, donc, qui se réalise chaque année, et donc la commission donc, annuelle entérine éventuellement les différentes recommandations donc, proposées par le comité scientifique. Le comité scientifique, donc c'est le comité scientifique qui propose ces recommandations pour donc, les accepter ou non. Donc au niveau de la Méditerranée, et donc, les stocks sont gérés. Ailleurs, je dirais que c'est pour cela que j'ai dit ça dépend. Par exemple, pour les espèces partagées comme le thon. Donc il y a une institution, c'est l'ICCAT. L'ICCAT, bien sûr, je ne sais pas exactement le nombre, mais je pense que c'est plus que une cinquantaine de pays qui discutent effectivement donc, la répartition du thon rouge, l'établissement des quotas, etc., etc. Et c'est très bien suivi. Oui, mais là, je vous trouve magnifiquement scientifique et idéaliste, Monsieur Missaoui, parce que la pêche n'est pas un sujet consensuel. Nulle part. Demandez aux Norvégiens, demandez aux Britanniques, demandez aux Chinois. La pêche illégale et la pêche illicite, je ne parle pas en Tunisie, mais un sujet majeur quand même aujourd'hui, et de tension extrême. La pêche au krill, à la légine en Antarctique. Donc, vous n'êtes pas responsable de ces sujets-là, mais et quant à des tensions, elles existent, on le sait, au-delà de la biodiversité, mais par exemple, y compris en Méditerranée. On l'a vu récemment, des tensions très fortes, aucun jugement de ma part, mais entre l'Union européenne et la Turquie, à cause de la situation de la Grèce, pour aller faire des forages d'hydrocarbures. Et les tensions sont extrêmes. La guerre sur mer n'est pas pour très tard en Indo-Pacifique. Peut-être, moi, 2-3 éclairages. Premièrement, c'est vrai qu'il y a des situations où la coopération se passe bien, parce que finalement, on est plutôt sur le versant océan bien commun et connaissance bien commun. Quand on est donc sur cette confluence de ces deux grands biens communs que sont la connaissance et l'océan, en général, la collaboration est fructueuse. Il y a un peu de compétition entre chercheurs, mais pour le reste, tout va bien. Mais il y a effectivement, je vais prendre 2-3 exemples pour que ce soit concret, puisque vous nous y invitez, monsieur l'ambassadeur. Premier exemple, qui n'est pas méditerranéen, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai rencontré le chef d'état-major de la marine de l'époque, et la première question qu'il m'a posée, c'est: que faites-vous en matière de ressources halieutiques dans le golfe de Guinée?
Il se trouve que nous ne faisions rien, puisque c'est l'IRD qui est compétent plutôt dans cette zone que l'Ifremer. Mais voilà. Et derrière, la question qui était posée, c'était une question de pêche illégale, c'était une question de surexploitation, c'était une question de déstabilisation de la société, des sociétés traditionnelles, et à la fin, c'était une question de sécurité nationale ou publique. Voilà. Donc oui, le monde n'est pas qu'irénique. Troisième regard particulier qu'on peut poser, tout à l'heure on a évoqué le fait que l'Ifremer opère pour le compte de l'ensemble de la communauté française, l'IRD, le CNRS, les universités et la flotte océanographique française. Quand nous faisons des campagnes en Méditerranée, nous portons une attention assez grande aux campagnes qui se passent en Méditerranée orientale. Elles sont susceptibles de se passer dans des zones dont les eaux sont contestées. Nous avons connu un incident au printemps dernier sur une campagne où les chefs de mission étaient des collègues du CNRS qui faisaient de l'hydrographie ou de la courantologie, donc qui regardaient des choses d'un classicisme, on pourrait dire, total. Et pour autant, la campagne, nous avons eu quelques difficultés parce que nous étions dans des eaux grecques contestées par les Turcs. Et on avait pris toutes les précautions qui étaient nécessaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé, mais nous avons pu faire la mission. Mais oui, il y a bien des moments, et derrière ce qui était en jeu, c'était sans doute des influences géopolitiques, d'une part, et puis d'autre part, peut-être la suspicion qu'un navire océanographique ne faisait pas de la courantologie, mais qu'il était peut-être en train de regarder ce qu'il y avait sur le fond. On ne regardait pas ce qu'il y avait sur le fond, mais voilà. Donc oui, il y a des moments qui sont un petit peu délicats. Et puis hier, dans le bus, le ministre de la mer du Portugal, c'est un sujet un petit peu différent, on parlait ensemble des flottes océanographiques. Alors la France est très spéciale dans ce schéma-là, les flottes, parce que nous sommes le seul pays en Europe, probablement un des rares au monde, à avoir unifié la flotte sous un seul pavillon pour rendre un service à toute la communauté scientifique, quels que soient les organismes. Ça fait longtemps qu'on essaye de partager les flottes océanographiques en Europe. Et on n'y parvient pas. Et on n'y parvient pas pourquoi ? Parce qu'il y a des questions de souveraineté scientifique qui se posent. Oui, on arrive à faire des campagnes communes entre l'INSTM, l'IRD, l'Ifremer. On en fait avec d'autres pays. On va faire de l'échange de temps bateau entre le Canada et puis l'Ifremer pour accéder à un brise-glace. Cher à l'ambassadeur. Voilà. Mais on échange du temps, mais on ne fait pas une flotte commune. Ouais. Donc on voit bien que derrière, il y a des éléments effectivement de souveraineté. Voilà, donc 4 flashs qui viennent documenter votre proposition. Merci, parce que je pense que la science est en effet, et c'est compréhensible, un enjeu de souveraineté, et que donc vous pensez qu'avec un cogito comme celui-là, on peut arriver à créer un objet de connaissance partagée, je pense à Mercator Océan par exemple, qui serait accessible à tous, à toutes, à tout moment, avec une gouvernance qui serait une gouvernance mondiale et pas dans une perspective économique. Par ailleurs, ça sera ma dernière question avant d'inviter Hugues d'Argentré de nous rejoindre pour nous parler du Salon Euro-Maritime. Les enjeux économiques, vous, l'Ifremer, vous avez des financeurs, des pouvoirs publics, j'imagine, mais aussi vous avez des recettes. Votre sujet, c'est aussi de pouvoir vendre, j'imagine, des brevets. Donc, sur cette question de souveraineté, peut-être, Monsieur Missaoui. Merci, Excellence. Justement, il y a bien sûr cette question de souveraineté, etc. Mais généralement, c'est pas un problème en fait, mais généralement, on effectue de l'harmonisation des méthodologies. Donc, on établit une méthodologie de collecte des données, de traitement des données et d'analyse des données. Donc, bien entendu, on a 2 stocks. Un stock, par exemple, sur les côtes tunisiennes, un stock de la même espèce sur les côtes, par exemple, françaises. On établit donc une méthodologie de travail. Et puis par la suite, chacun travaille de son côté, et puis par la suite, on confronte les résultats. C'est justement pour garder cette souveraineté et résoudre ces problèmes. Donc, au niveau de la CGPM, généralement, on effectue ce genre de choses. Petite question sur la question intéressante, tous ceux qui sont ici le connaissent, mais ces questions de domaine maritime exclusif. La France a plus de 11 millions de kilomètres carrés de domaines maritimes exclusifs.
ce qui fait d'elle le deuxième domaine maritime et ce qui fait d'elle surtout un pays 20 fois plus présent en mer qu'en terre. Il y a encore des ajustements possibles. Peut-être expliquer, on retravaille donc les mesures du plateau continental pour pouvoir éventuellement s'étendre. Et où en êtes-vous, vous la Tunisie, de la question de la ZEE? Peut-être que la ministre de la Mer pourra aussi éventuellement ou compléter si M. Messaoui n'a pas tous les éléments. Au niveau donc de la ZEE, vous savez que bien entendu on ne l'exerce pas d'une manière effective la zone économique exclusive, mais il y a eu déjà apparition d'un décret en 2005 qui instaure la zone économique exclusive. Mais actuellement, à ma connaissance du moins, donc certainement il y a donc des autorités puis, donc, qui connaissent mieux le sujet, mais à ma connaissance qu'on est actuellement en train de travailler pour le décret d'application. Donc la zone économique exclusive est instaurée depuis 2005, mais effectivement il doit y avoir des pourparlers concernant justement la limite, parce que généralement on peut l'exercer si bien entendu il n'y a pas des îles en face, etc. Donc, mais dès lors que si on va donc effectuer une zone économique exclusive, on va se trouver très proche d'autres zones, etc. Là, il doit y avoir des pourparlers d'une manière donc claire. Madame la secrétaire des Affaires maritimes, peut-être sur ce sujet, je peux vous apporter le micro. Merci. En fait, la zone économique exclusive, c'est des frontières avec les pays riverains, les pays en face. Donc, avec du côté nord-ouest, notre zone économique exclusive est déjà fixée avec l'Algérie depuis les années 70. Et ce qui reste, c'est avec Malte et l'Italie, et aussi bien avec notre voisin est, la Libye. Et là, en fait, tout ce qui concerne le plateau continental est fixé aussi, c'est-à-dire depuis les années 70 aussi. Mais concernant la zone économique exclusive avec l'Italie, ça a été, c'est vrai, promulgué en vertu d'une loi en 2005. Ce qui reste, c'est la définition des limites. Avec l'Italie, ça prend du temps, c'est vrai, parce que ça nécessite des pourparlers et un travail diplomatique comme ça le prévoit la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, qui privilégie donc l'aspect diplomatique pour ces questions-là. Et la Tunisie a toujours opté pour cette démarche diplomatique en ce qui concerne la définition de ses frontières maritimes. Donc, il reste ces côtés, ces frontières avec Malte, l'Italie et la Libye, mais il y a des zones qui représentent des traditions pour les pêcheurs sur lesquelles ils exercent depuis longtemps leur droit de pêche dans ces zones-là. Merci, madame. Peut-être, Ricardo, monsieur le ministre, sur ces questions vous avez votre domaine maritime stabilisé au Portugal. Sur ces questions de souveraineté scientifique, vous qui êtes un scientifique, et cette idée de connaissance partagée, est-ce que ça vous paraît un peu une utopie? Non, ce n'est pas une utopie, c'est une nécessité, c'est une réalité. Certainement, à cause des flottilles communes, on n'a pas une flottille commune dans l'Union européenne, mais c'est complexe. On n'a pas un système de sécurité sociale commun, de retraite commun. Et ici, dans l'Union européenne, et en fait, ce n'est pas seulement la question de la souveraineté, on a eu l'opportunité de parler, c'est aussi les équipages sont contractés par un pays. D'habitude, ils font ces sécurités sociales et pour la retraite. C'est difficile de faire quelque chose commune. Ce n'est pas comme les stations spatiales. C'est plus difficile, mais le partage des données, c'est presque une nécessité et on doit prendre ce chemin. Certainement, il y a des choses qui sont plus faciles à partager, la circulation des eaux,
la bathymétrie des fonds et dont la résolution doit être accrue, parce que quand on dit qu'on ne connaît pas si bien la Lune, le fond de la mer comme la Lune, c'est parce qu'on n'a pas résolution encore suffisante pour tous les fonds marins. Mais dites-moi, oui, je crois que la loi de la mer, comme on dit, mais c'est pas la loi, mais le droit de la mer qu'on établit en UNCLOS, c'était une démarche vraiment très importante. Elle est basée pour promouvoir la paix et pour promouvoir la coopération. Et je crois qu'elle a été, on a fait vraiment des progrès. Certainement, quand les pays sont trop proches, c'est difficile de déterminer une zone économique exclusive pour les 200 000 comme d'habitude. Mais je crois qu'ici en Méditerranée, c'est la mer territoriale et après la zone économique exclusive qui est après la mer territoriale n'a pas été déterminée. Je ne suis pas sûr. Mais au Portugal, oui, on n'a pas des voisins. On a les 200 000 de zones économiques exclusives et on a établi aussi déjà le plan pour l'extension de la plateforme continentale qui n'élargit pas la zone économique exclusive mais donne le droit de souveraineté sur les fonds et sous-fonds et sous-sol marin, le sol et sous-sol marin. Mais une chose, c'est vraiment important, on peut avoir tout le territoire qu'on peut. Mais ce qui fait la vraie souveraineté, c'est la connaissance. Si un autre a la connaissance, il a souveraineté d'usage et de capacité. C'est pourquoi c'est vraiment important qu'aussi que les pays investissent vraiment dans la connaissance de ces territoires marins et terrestres et qu'ils partagent ce qui est possible de partager. Merci, merci, Monsieur le Ministre. Alors une petite... bon, donc j'ai essayé de vous montrer que votre métier était un métier dangereux, dans le fond. Hein, d'ailleurs, nulle envie de stigmatiser nos partenaires chinois. Une des raisons pour laquelle, je crois savoir, la Chine est ambitieuse sur mer, c'est que, en fait, elle dispose, comme l'Inde d'ailleurs, d'une zone économique exclusive ridicule, proportionnelle à un immense territoire. Le calcul qui a été fait selon les droits, la Convention de Montego Bay, lui attribue une zone exclusive économique très petite, infiniment plus petite que celle de certaines îles du Pacifique. Et donc ça explique aussi ces tensions. Mais nous allons réfléchir au prochain sujet du Forum de la mer et ça pourrait s'appeler guerre ou paix. Voilà. Parce qu'il y a quand même sur mer, il n'y a pas que des relations si merveilleuses que celles entre la Tunisie, le Portugal et la France. Parfois c'est plus tendu. Voilà. Peut-être une petite conclusion à l'un et à l'autre. Et d'abord à Valérie qui est toujours, et je vous en remercie, avec nous. Valérie, une petite conclusion sur ces sujets, ce que vous avez entendu. Bien, moi je retiens les mots de notre collègue du Portugal, les connaissances et la paix. C'est vraiment très important. Enfin, c'est vraiment aussi la vision qu'on porte à l'IRD. Les enjeux dont on a parlé ensemble, ils sont globaux, on le sait bien, on ne peut pas uniquement parler de la Méditerranée, mais il faut vraiment qu'on concilie toutes ces problématiques qui sont globales au local. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire quand on fait une recherche très ancrée chez nos partenaires, et c'est une aussi des particularités de notre institut. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, il faut vraiment qu'on mette la science au cœur de la décision publique, parce que sinon on n'arrivera pas à résoudre les problèmes, et qu'on éclaire cette décision publique du mieux possible. Et donc, connaissance. Et puis, il faut s'appuyer aussi, parce qu'on ne fait pas assez, sur la très grande richesse de l'ensemble de tous nos instituts de recherche, où qu'ils soient, qui sont le plus souvent très interdisciplinaires. Il faut qu'on arrive à croiser toute la richesse de ces différentes disciplines qui travaillent autour des enjeux de la mer et des océans. Et puis, sur la très grande richesse, mais ça a été dit aussi, et de l'importance du partenariat, qu'on veut le plus large possible. Alors bien sûr, il y a des Chinois, bien sûr, c'est peut-être pas les collègues avec qui en tout cas l'IRD développe des collaborations, mais en tout cas nous sommes vraiment très ancrés à la fois sur la Méditerranée et plus largement au sud. Et puis vous l'avez dit pour terminer, s'ouvrir à la société civile, c'est extrêmement important.
partager les connaissances, les rendre, et François l'a très bien dit au travers du One Ocean Science à laquelle nous participons, il faut qu'on soit mieux compris par l'ensemble de la population civile. Mieux compris, mieux comprendre les avancées, en quoi elles vont éclairer vraiment la compréhension des écosystèmes et pour sauver notre planète, parce que voilà, il n'y a pas de planète B. On a beau regarder cela de très loin, de la Lune ou de Mars maintenant, les problèmes ils sont quand même là devant nous, chez nous, et il faut qu'on les résolve ensemble. Donc, en tout cas, j'étais très heureuse de partager ce moment avec vous et dire ô combien l'IRD est à vos côtés, aux côtés de tous ses partenaires et en particulier de la Tunisie pour avancer ensemble sur les connaissances. Merci beaucoup Valérie, à bientôt, mais à chaque fois je vous dis bientôt, on se Oui. revoit après, ce qui est très agréable. Oui, mais je suis toujours là. À tout à l'heure, À on va se bientôt. retrouver pour le Oui. déjeuner alors. Il y avait, je crois, donc votre petite, il y avait une question dans la salle, donc je ne vais pas me faire... hein, il y avait vraiment une question dans la salle ou pas? Une question indispensable, madame. Alors il faut un micro, voilà. Merci pour cette occasion. Allez-y. J'étais un peu inquiète parce qu'on allez-y. a des choses à dire. Alors, pour rebondir à votre question sur l'échange des connaissances, c'est presque une obligation. Ça peut pas évoluer pour protéger les océans et surtout la mer Méditerranée sans qu'il y ait un échange de connaissances. Et c'est d'ailleurs institutionnalisé par la Convention de Montego Bay de 82 sur le droit de la mer. J'ai voulu aussi rebondir sur la question des algues. Excusez-moi, c'est un peu... mais c'est au cœur du sujet. Parce que hier, j'ai salué l'intervention sur toutes les vertus qui sont possibles et imaginables de l'utilisation des algues, qui visiblement c'est un aliment qui se trouve dans tous les autres aliments. Mais j'ai voulu, dans le cadre de la recherche scientifique justement, c'est un cas peut-être c'est un cas pratique à appliquer parce que moi je garde c'est-à-dire un danger imminent pour la Méditerranée lorsque je pense au Taxifolia, qui tout récemment a envahi la Méditerranée et que c'est une algue qui a eu pour répercussion la destruction de la biodiversité marine. Donc, je crois qu'il faut être vigilant et que parler d'une évolution pour domestiquer la mer, ce n'est pas tout à fait évident. Il faut que ça soit accompagné d'une recherche scientifique très très poussée et surtout du principe de précaution. Donc le principe de précaution, il doit être le maître mot dans cette approche de domestiquer la mer par la culture des algues et tout ça, parce que avec ce qui se passe, le réchauffement climatique, le changement d'habitat, les problèmes qui sont vraiment plus qu'urgents, il faut vraiment être très 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 vigilant. Pour parler de ces vertus des algues, moi je ne suis pas sûre, donc il faut garder l'esprit que l'agriculture terrestre n'a pas fait que du bonheur. Ça ne nous a pas empêché les famines. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. Vos conclusions? Comme conclusion, je dirais que c'est une très bonne occasion, effectivement, pour échanger les points de vue avec les collègues, donc présidents des autres institutions, en l'occurrence donc l'IFREMER, puis l'IRD, et pourquoi pas d'autres institutions. Et je réitère donc la disponibilité de l'INSTM pour renforcer donc la collaboration. Et je dirais que donc j'invite mes collègues, je propose à mes collègues
proposé un projet donc, important sur les changements climatiques et sur la biodiversité avec un financement donc, européen parce qu'il y a des mécanismes de financement, donc une ICBC et puis également Westmed peut donner donc, son appui sur ce type de projet. Merci. Merci à vous beaucoup et puis bravo à l'INSTM qui fait un travail depuis longtemps, mais aussi sous votre houlette tout à fait remarquable. François. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, j'ai bien conscience que le monde n'est pas parfaitement irénique. Cela dit, je souscris à ce qui a été dit tout à l'heure et je réitère, à partir du moment où on considère que l'océan est connecté, c'est un bien commun, et que la connaissance est aussi un bien commun, à ce croisement-là, on a un devoir de partage. Moi, j'ai l'habitude de dire en interne comme à l'externe que ce que je souhaite pour l'Ifremer, mais pour plus généralement notre communauté, c'est de faire des sciences océaniques ou marines. On est en Méditerranée, on va dire plutôt marin. Si on était sur l'Atlantique, on dirait océanique. Voilà. Des sciences marines qui soient belles, utiles et partagées. Belles parce que quand même, c'est un des métiers. Enfin, j'en témoigne pour celles et ceux qui ne seraient pas dans cette activité. J'ai rarement vu autant de gens intéressés par rejoindre un institut que depuis que je suis à l'Ifremer. Ça n'était pas le cas dans mes vies antérieures. C'est parce qu'il y a un bon patron. Donc ouais, non, j'étais déjà patron et donc c'est le sujet qui veut ça. Donc je crois qu'il y a une passion sur la mer, il y a de la curiosité, puis il y a la science, la connaissance elle-même est belle. Utile, ça a été dit par Valérie, parce qu'il faut pouvoir éclairer les décisions publiques, mais aussi utile pour les acteurs professionnels. On a parlé des pêcheurs, à un moment, il faut qu'on soit acteur utile, alors, ou à des entreprises, aux citoyens. Et puis partager, je reviens sur ce mot-là, parce que on l'a évoqué. Je comprends que dans la Convention de Montego Bay, on doit dire qu'il faut partager les données, etc. Mais ça, c'est au sein de la communauté. Moi, ce qui me paraît important, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par notre collègue à propos de Monaco, c'est de partager au-delà. C'est pour ça qu'on fait One Ocean Science. Et je crois qu'il y a un véritable enjeu que de faire connaître la mer à ceux qui n'en sont pas des riverains. Quand j'ai été nommé à l'Ifremer, les autorités qui m'ont nommé m'ont dit il faut qu'on parle de la mer à Paris, à Dijon, en Avignon. Je ne sais pas les équivalents tunisiens, mais pas seulement à Brest. Voilà. Et donc je crois qu'il y a un véritable, et ça a été dit tout à l'heure, un mégot sur le Mont Blanc, il termine dans la mer. Voilà. Donc je crois qu'il y a un enjeu. C'est pour ça que j'utilise le mot partagé plutôt que ouvert. Je crois qu'il y a un véritable enjeu en la matière. Et à ce titre-là, si on devait faire un projet dans les années qui viennent, moi je vous proposerais volontiers, pas tout de suite parce que ça va nous prendre un peu d'énergie, mais si on pouvait faire une école flottante, interdisciplinaire, internationale, interprofessionnelle, et pas seulement avec des océanographes à bord, mais aussi avec des gens dont le métier sera peut-être d'être cuistot à bord. Voilà. Mais je trouve que ce serait quelque chose, parce qu'en Méditerranée, il y a une véritable identité qui permettrait de faire quelque chose d'intéressant et qui ne touche pas que la communauté scientifique. Alors on pourrait imaginer un bateau entre Bizerte et Marseille pour rejoindre Valérie, Verdier ou quelque chose comme ça, non? Station orbitale. Bon, écoutez, je vous trouve formidable. Tu as parlé d'espace. Je pense que la dimension spatiale est en effet très importante dans vos métiers aussi. Et elle donnera, j'imagine, aussi d'autres enjeux comme d'ordre géopolitique aussi à ce que vous faites. On va terminer en vous faisant une invitation, parce que c'est le 25 octobre, hein, toi. Voilà, donc vous serez tous au One Ocean Science et après au One Ocean Summit. Et en plus, on essaie d'expliquer aux gens qu'il faut parler français. Bon, pourquoi pas. Mais je suis très heureux d'accueillir Hugues, mon Dieu, d'Argentré, parce qu'il a deux noms, Duplessis, c'est ça. C'est un animateur extraordinaire de la vie de la communauté maritime française, très présent. Et tu as créé Euromaritime il y a maintenant combien d'années ? En 2013, le premier Euromaritime. Euromaritime, c'est quoi donc ? En fait, on va le renommer, on va l'appeler le Forum mondial technologique de la mer. C'est en fait l'endroit où on veut réunir tous les gens, toutes les entreprises qui apportent les solutions technologiques à vos attentes des scientifiques.
Moi, j'ai beaucoup entendu parler d'innovation. Monsieur le ministre, vous avez parlé 2 fois d'innovation. Madame la secrétaire générale, vous en avez parlé aussi. Donc on parle d'innovation, on parle de technologie, on parle de moyens. Et pour ça, il faut des entreprises tunisiennes, bien sûr. Et je suis là un peu pour les solliciter, pour les encourager à nous rejoindre, mais aussi, bien sûr, des entreprises technologiques françaises, européennes, méditerranéennes, parce que c'est l'enjeu de ce salon, c'est l'Europe et la Méditerranée engagées dans une mutation technologique favorable à la planète et favorable à la... Je suis un peu comme vous, j'aime pas tellement le mot exploitation, enfin, c'est quand même le mot le plus courant, exploitation, alors on va dire exploitation durable, raisonnée, intelligente, humaniste des océans et de la mer, voilà. Donc on travaille à ça. Et donc, qui sont vos interlocuteurs ? Alors nos interlocuteurs, ce sont à la fois les innovateurs, on a un espace innovation, hein, toutes les startups, tous ces jeunes, et il y en a plein ici, qui travaillent pour que le monde de demain soit meilleur et grâce à la technologie. Ce sont évidemment toutes les grandes entreprises qui existent déjà dans le milieu. Alors les chantiers navals, moi je suis issu un peu du milieu de la construction navale, donc les chantiers navals, mais aussi les armateurs qui arment donc tous ces bateaux. J'ai entendu hier, je crois que c'est Madame la secrétaire générale qui disait que 30% du trafic maritime mondial passait au large des côtes. 30%. Mais tout ça, ce sont des armateurs, ce sont des bateaux, ce sont des armateurs. Et puis, il y a des ports. Je sais que vous avez un projet de création d'un nouveau port. Et les ports sont aussi des acteurs essentiels à la fois de cette technologie maritime et en même temps de ces enjeux de verdissement du transport maritime et de toutes les activités maritimes. Voilà, donc nous, on réunit tous ces gens, on leur dit venez, partagez, échangez, il y a des forums, il y a des conférences, il y a des expositions, et c'est là que... C'est pas là que les choses se passent, mais c'est aussi là que les choses se passent. C'est un moteur de l'évolution, c'est un moteur du développement. C'est comme ce forum, et vous l'avez très bien dit hier et encore aujourd'hui, ce forum, il ne sert pas à rien, c'est pas juste du blabla. De ce forum sortent des initiatives. Starfish, ça sort en partie, pas exclusivement, mais enfin le président Lamy nous l'a dit, sort en particulier. Voilà. Donc les forums, ça sert à ça, les salons, ça sert à ça, ça sert à ce que les gens se rencontrent, avancent bien sûr dans le bon sens. Alors comment va l'économie maritime ? Parce que le Covid vous a empêché de tenir votre dernier Euro maritime, je crois. Mais néanmoins, l'économie maritime va bien, on va en parler tout à l'heure, non ? L'économie maritime va bien. L'économie maritime va bien. Alors évidemment, on a tous marqué le pas. Les entreprises se sont arrêtées pendant quelques mois. On s'est regardé en disant c'est affreux. Mais l'économie maritime va bien. On n'a jamais autant navigué. Il n'y a jamais eu autant de... Le commerce mondial. Alors est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Je ne sais pas. Enfin, la mondialisation, c'est quand même... Alors selon les chiffres, 80-90%, surtout selon les pays, 80-90% des importations, tout passe par la mer. Donc le maritime va bien. Malheureusement, vous l'évoquiez, c'était très intéressant, les tensions géopolitiques liées en particulier aux ressources maritimes, mais pas exclusivement. Ça c'est aussi un facteur favorable pour l'industrie maritime, parce qu'il faut faire des bateaux. Il faut faire des bateaux. Madame tout à l'heure parlait des bateaux. Il faut des bateaux hydrographiques. Il y a une flotte hydrographique, il faut les construire. Et il faut des industriels pour les construire. Il faut des industriels pour les construire de façon innovante et de façon durable. Alors maintenant, la date et l'heure ? Alors la date, c'est en février 2022, donc c'est demain. Hein, c'est moins demain que le 25 octobre, mais c'est après-demain, voilà. C'est le 1er, 2 et 3 février. C'est à Marseille, que vous avez baptisé de Ville-Sœur ou de Bizerte. En tout cas, c'est juste en face. On voit bien que ça a du sens. D'ailleurs, on a d'autres projets, mais pour l'instant, c'est à Marseille. Et ça veut réunir l'ensemble des entrepreneurs, des institutionnels d'Europe, de France, d'Europe et de la Méditerranée. Et donc, évidemment, la Tunisie. Et nous espérons, et nous sommes là pour ça, pour essayer de créer un pool, un pavillon, on appelle ça sur un salon, un pavillon tunisien, un pavillon de la Tunisie, pour que les entreprises et les institutionnels et la puissance maritime tunisienne, puisque c'est une réalité, hein, moi je le constate, c'est la deuxième fois que je viens à ce forum, et je vois bien quand même que la Tunisie est très présente dans les sujets maritimes, soit présente également à ce salon et marque de son empreinte l'avenir technologique du maritime. Voilà. Euromaritime, le salon Euro-Méditerranée de la croissance bleue, 1er, 2, 3 février 2022 à Marseille. Et en plus, je ne sais pas si la caméra peut faire un zoom. Voilà.
Et Hugues Duplessis d'Argentré est un hôte exquis. Donc vous ne perdrez pas votre temps ni votre argent, mais vous ferez un ami important dans ce domaine maritime. Je voudrais beaucoup remercier Valérie, je ne sais pas si elle est encore là, mais c'est possible. Vous remercier, messieurs, tous les deux. Coopérez bien, unissez vos efforts. Nous attendons beaucoup de la coopération franco-tunisienne. Et merci.